Bienvenue à tout le monde. On va commencer tout doucement. Donc, on va aujourd'hui faire ce workshop ensemble. Donc, ce workshop sera en partie interactif. Je ne vais pas vous demander d'intervenir tout le temps, mais vous allez intervenir à certains moments pour participer. Et je vous invite à le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler, vous pouvez intervenir simplement en écrivant aussi. Donc, n'hésitez pas à intervenir durant la présentation s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous ne comprenez pas. Les slides sont de toute façon en anglais, mais sinon, à la fin, j'ai prévu un créneau, de toute façon, un peu de temps pour les questions-réponses, pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc, si vous n'avez pas envie d'intervenir au milieu de la présentation et que vous préférez intervenir après, vous notez vos questions et à la fin, de toute façon, on prendra du temps pour en parler. Mais pendant la présentation, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous voulez que je les explique, si jamais vous voulez mieux comprendre ce qui se passe et ne pas perdre le fil, n'hésitez pas à intervenir, soit oralement si vous avez envie de poser la question, c'est l'occasion de parler en français, ou par écrit si vous voulez, laisser un commentaire si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de participer. On va pouvoir commencer tout doucement. Il y a déjà pas mal de participants, donc on va commencer tout doucement ensemble. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je suis super contente de faire ce workshop avec vous. Je suis très, très contente de partager ça et de partager ma passion, parce que la mémoire, c'est ma passion, et j'espère vraiment pouvoir vous la partager aujourd'hui et vous faire découvrir des choses et quelque chose de nouveau et de vraiment vous partager tout ça. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir ici et de vous voir nombreux. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, il ne faut pas hésiter à intervenir dans la présentation, mais à la fin, vous aurez du temps aussi pour les questions ou quoi que ce soit. Ça va? Parfait. Avant qu'on commence, donc avant que je vous explique ce qui va se passer dans cette présentation, avant également que je me présente, je vais vous partager une petite histoire. Et donc, cette histoire, elle va introduire ce workshop. Et pour cette histoire, j'ai besoin que vraiment vous vous laissiez aller. Donc, cette histoire, elle va être peut-être bizarre, peut-être étrange, mais il faut que vous vous laissiez aller et que vous viviez l'histoire, que vous soyez attentif et que vous ne vous posiez pas de questions. Je vous expliquerai plus tard dans la présentation ce que vous avez exactement fait au cours de cette histoire et ce que vous venez tout simplement d'apprendre. Donc, cette histoire, elle va démarrer. Alors, cette histoire va démarrer. Tout le monde voit bien mes slides. S'il y a un problème de vision, dites-le moi si vous ne voyez pas bien ou s'il y a un souci. Mais normalement, on a fait un test, c'est bon, parfait. Donc, cette histoire, elle démarre dans un restaurant. Vous êtes dans un restaurant romantique. On est à la Saint-Valentin. On est dans un très, très beau restaurant avec de belles roses sur la table, une très belle vue. Et vous êtes assis en face de Bruce Lee. Donc, Bruce Lee, cet acteur qui a fait des films d'action et des films de combat. Vous êtes en face de Bruce Lee et Bruce Lee tient un bébé sur ses genoux, qui tient ce bébé sur les genoux et vous êtes assis face à lui. Et là, Bruce Lee se fait servir des churros. Donc, des churros, c'est une spécialité, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais normalement, c'est connu comme ces espèces de donuts, je pense, en forme comme ça d'étoile. C'est ce qu'on lui sert à table, à Bruce Lee, dans ce restaurant. Mais Bruce Lee, il n'est pas très fan des churros. Il n'aime pas trop. Et heureusement pour lui, il y a un chien à côté de la table qui réclame ses churros. Alors, il va lui donner les churros. Il va les partager parce que le chien les réclame et que lui, il n'aime pas trop. Donc, le chien va prendre les churros et va sortir du restaurant. Et par chance, à côté du restaurant, il y a un énorme pré. Et dans ce pré, le chien va cacher les churros. Il va cacher les churros, il va les enterrer, il va les cacher bien, bien loin. Et une fois qu'il les a cachés, il va sortir de sa cachette et il trouve à côté de lui un livre dans ce pré. Il y a un livre, il décide de s'approcher du livre et vous êtes spectateur de la scène. Donc, vous voyez cette scène, il s'approche du livre et il prend un stylo et il commence à écrire des notes dans un livre de façon très, très intense. Il écrit des notes. Et vous imaginez peut-être, il écrit où il a caché les churros ou peut-être autre chose. Vous vous approchez de ce livre pour voir un petit peu ce qui se passe et vous vous rendez compte qu'en fait, il a dessiné une œuvre d'art, ce chien. Il a fait littéralement une œuvre d'art dans ce livre. Il a fait Mona Lisa ici. Donc, c'est un vrai dessinateur avec beaucoup de talent. Et vous avez envie de lui demander et de vérifier un petit peu ce qui se passe dans le livre, mais vous n'avez pas le temps parce que un peu plus loin de vous, il y a cette maison. Et dans cette maison, il y a Ève, de Adam et Ève, qui appelle le chien pour qu'il rentre à la maison.
et qui appelle ce chien. Donc, finalement, vous n'avez pas le temps ni de poser vos questions, ni quoi que ce soit, puisque le chien rentre chez lui, appelé par Ève. Et alors, suite à cette histoire, j'ai envie de vous féliciter parce que, avec l'histoire, vous venez d'apprendre 4 mots de vocabulaire dans 4 langues différentes. Et je vais vous expliquer un peu plus tard exactement quels sont les mots que vous avez appris et comment vous les avez appris. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vais déjà me présenter. Donc, je m'appelle Céline Delucas, j'ai 28 ans, je vis en Belgique. Je suis maître international de mémoire. Donc, dans les sports de mémoire, il y a des catégories comme les échecs. Et je suis maître de mémoire. Je suis championne de Belgique également. Grâce à ça, je suis coach de mémoire. J'aide des étudiants, j'aide aussi des entrepreneurs, des adultes, des personnes qui veulent littéralement changer leur façon d'apprendre. Et ce qui est important à dire, je pense, à propos de moi, c'est que je n'ai pas du tout une capacité innée. Je ne suis pas née avec une mémoire extraordinaire. J'ai en fait une mémoire qui est très mauvaise de base. Je suis très distraite. J'oublie tout ce que je fais, j'oublie ce que je dois faire. Et c'est justement pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la mémoire par hasard et que j'ai découvert en fait qu'il y a des techniques, il y a des choses à faire que personne ne nous apprend et qui nous aident réellement à multiplier la capacité et la vitesse de mémorisation. Et grâce à cela, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre ce qui pour moi est un super pouvoir de la mémoire, la mémoire qui peut devenir illimitée, et donc d'aider tous les individus à devenir une meilleure version d'eux-mêmes et leur apprendre que mémoriser, ce n'est pas de la souffrance. Et vous, vous êtes des polyglottes, vous êtes des personnes qui sont intéressées par l'apprentissage des langues et je trouve que c'est quand même important de pouvoir découvrir de nouvelles façons de mémoriser, de nouvelles façons d'apprendre du vocabulaire, de la grammaire, peu importe tout ce qui concerne votre apprentissage des langues, parce qu'avec des techniques qui sont plus naturelles et qui vont vous aider, eh ben, simplement, vous allez apprendre à mémoriser plus vite, plus efficacement et en faisant beaucoup moins d'efforts pour apprendre des choses et étudier. Et en fait, ce que j'essaye surtout d'apprendre à tout le monde, c'est que, en fait, tout le monde est d'accord quand il s'agit que, par exemple, le physique, on peut le changer. On peut devenir plus musclé, on peut devenir plus mince, on peut devenir plus gros, on peut changer ses vêtements. Mais on a l'impression que dans notre tête, ça ne peut pas changer. Soit on est intelligent ou on ne l'est pas, on est distrait ou on ne l'est pas, on a une bonne mémoire ou pas, et c'est faux en fait. C'est très, 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 très faux. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire. Ça n'existe pas. Il y a juste de mauvaises habitudes. Juste, on ne sait pas comment se servir de notre cerveau parce que personne ne nous l'apprend, parce qu'à l'école non plus, on ne nous l'apprend pas. Mais tout simplement, vous pouvez très bien avoir une mémoire exceptionnelle. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une mémoire exceptionnelle, pour apprendre des mots de vocabulaire de façon exceptionnelle ou pour apprendre n'importe quoi, retenir tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde à la télé, comment est-ce qu'on fait? Et la preuve que vous êtes tout à fait capable de le faire, c'est qu'il y a des choses dans votre vie que vous savez retenir et que vous retenez très, très bien. Et la question, c'est de se dire, qu'est-ce que vous retenez très bien? La réponse, ce sont les souvenirs. Ce qui vous arrive dans votre vie, les émotions, les souvenirs que vous avez, ça, vous les retenez très, très bien. Si quelqu'un vous a organisé votre anniversaire surprise il y a 10 ans, quelqu'un vous a offert un cadeau ou vous avez fait un voyage exceptionnel il y a 10 ans, vous allez vous en souvenir et de façon très, très détaillée. Mais par contre, un livre que vous avez lu, vos cours d'école, ça, vous ne vous en souvenez pas, même si c'est il y a 2 semaines. N'importe un documentaire que vous avez vu à la télé, vous avez l'oublié. Alors qu'en fait, ce que vous vivez dans votre vie, ça, vous le retenez et de façon très, très, très détaillée. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour que ce qu'on souhaite retenir d'abstrait, des informations, comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse les retenir aussi bien, sans effort, que vos souvenirs? Et donc, tout simplement, pourquoi est-ce que ces souvenirs, on ne les retient pas? On les retient beaucoup mieux que ces leçons d'école et comment est-ce qu'on peut transférer ces connaissances-là? Alors, pour ça, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui fait qu'un souvenir est mémorable? Pourquoi vous vous souvenez de ce que vous vivez, tout simplement? Et pourquoi vous ne vous souvenez pas de ce que vous lisez?
Et donc, qu'est-ce que c'est un souvenir? Un souvenir, ce sont des images, un petit scénario que vous avez dans la tête, des petits groupes d'images que vous voyez ensemble et que vous arrivez à revivre dans votre esprit. Et donc, l'idée, c'est que quand vous avez une information que vous souhaitez retenir, une information abstraite, du vocabulaire, dans votre cas peut-être, de la grammaire, une conjugaison, eh bien, l'idée, en fait, c'est de prendre cette information et de la transformer en une image, en un scénario mental, une image mentale que vous allez créer juste dans votre tête et qui va vous permettre, en fait, tout simplement de revivre cette image et d'aller rechercher les informations qui correspondent à ces images. Et pour que l'image mentale que vous créez à partir d'une information soit efficace, il faut utiliser une méthode que j'ai appelée, que j'ai développée, qui s'appelle la méthode VIX. Je vais vous le décrire et après, ça va paraître peut-être un peu flou quand je vais vous l'expliquer, mais on va tout de suite après passer à de la pratique et vous allez voir comment ça fonctionne concrètement et comment vous avez justement utilisé ça en début de la présentation. Et donc, cette méthode VIX, ce sont les ingrédients à apporter à une image qui vient d'une information que vous souhaitez retenir. Et donc, la méthode VIX, en fait, c'est un acronyme, comme on dit, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à un mot qui correspond aux caractéristiques de l'image. La première chose, c'est que quand vous avez une information que vous transformez en image mentale, elle doit être visuelle. Visuel, ça veut dire comme un souvenir dont vous vous souvenez. Vous le voyez. Le souvenir, en général, vous le visualisez comme si vous étiez un spectateur. Et donc, cette image, elle doit être visuelle, également en mouvement. Donc, il doit se passer quelque chose. Ce n'est pas une photo que vous regardez, c'est un scénario que vous créez dans votre tête et dans votre esprit. Cette image que vous allez créer, elle doit être également innovante. Elle doit être nouvelle. Ça doit être quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant et c'est là que vous devez lâcher votre imagination. Et ça, je sais que c'est quelque chose de difficile pour certains d'entre nous parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais il faut complètement se laisser aller. Tout ce qui est basique, vous l'oubliez. C'est pour ça que vous oubliez où vous avez mis vos clés, vous oubliez l'anniversaire de votre collègue, vous oubliez votre rendez-vous chez le dentiste, vous oubliez tout ça parce que ce ne sont que des infos basiques dans votre vie et que votre cerveau, il ne les processe pas assez bien. Et il range ça au milieu de tous les autres et au final, vous ne le processez pas. Tout ce qui est trop basique, vous allez l'oublier. Donc, vous devez vous souvenir et vous devez créer des images qui sont les plus extraordinaires possibles, les plus folles possibles. Ces images, elles doivent également être connectées. Alors, vous allez voir, en général, vous n'avez pas qu'une image, mais plusieurs images entre elles que vous connectez. Et ça, c'est important parce que votre mémoire, elle fonctionne de deux façons. Vous avez votre mémoire à court terme et votre mémoire à long terme. La mémoire à court terme, elle repose sur l'avant du cerveau, au niveau du front, et on dit souvent que le stock de choses que vous pouvez mettre dans cette mémoire est limité. On dit d'ailleurs en moyenne, vous ne pouvez pas mettre plus de 7 éléments dans cette mémoire. Ça veut dire quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous rappeler de plus de 7 choses à la fois. Et un moyen d'arnaquer, je vais dire, et d'arnaquer cette façon de processer, c'est que si vous connectez des éléments que vous apprenez tous ensemble en un grand scénario et une grande image, c'est comme si vous n'aviez plus qu'une chose à mémoriser. Et l'histoire qu'on a vue au début, vous allez voir, on va en reparler après, mais vous aviez plein de choses, mais vous avez tout réuni en une histoire, et donc c'est comme si vous n'aviez qu'un élément à mémoriser dans votre esprit, c'est une histoire, tout simplement. Et donc c'est là l'intérêt d'aller connecter les choses ensemble, mais aussi parfois de les connecter à des choses que vous savez déjà, pour les connecter à votre mémoire à long terme. Et enfin, la dernière chose à appliquer à vos images, dans la mesure du possible, ce sont d'appliquer vos autres sens que la vue. Quand vous créez une image mentale, essayez aussi peut-être de la sentir, de la toucher ou d'entendre. Ça doit vraiment être un scénario qui vit dans votre tête parce que les sens, ils vont libérer des émotions. Et on dit d'ailleurs qu'une des mémoires les plus puissantes, c'est la mémoire olfactive, donc c'est-à-dire les odeurs. Et dans les magasins, parfois, ils libèrent des odeurs de croissants, comme on dit chez nous, ou de choses qui sentent bon, de biscuits, pour vous faire repenser, ou en tout cas faire sortir votre mémoire de l'enfance et de vous faire vivre des émotions. Et donc,
tant que possible, c'est bien d'ajouter aussi d'autres sens, d'entendre vos images, de les entendre parler et de toucher pour vivre encore plus votre scénario mental. Et donc, concrètement, vous, dans votre cas de polyglotte qui apprenez une nouvelle langue, vous êtes confronté souvent à la mémorisation de vocabulaire et vous devez utiliser alors ce qu'on appelle le système PEG. Alors, le nom n'est pas important, c'est surtout comment vous allez l'utiliser. Le système PEG, il vous dit en fait de prendre des images et de les connecter ensemble. Et dans le cas du vocabulaire, l'idée, ça va être que vous avez votre mot dans votre langue source, votre langue maternelle, dans mon cas, donc le français, et de créer une image à partir de ce mot. Ensuite, de créer une image à partir du mot traduit dans la langue que j'apprends, et puis tout simplement de connecter ces images en utilisant la méthode VIX, donc en utilisant les ingrédients que je vous ai donnés auparavant. Et donc ça, comment ça va se passer en fait concrètement quand vous allez le faire. Et pour ça, on va revenir à notre histoire. Mais avant de revenir à notre histoire, c'est là que je vais avoir besoin de vous, puisque on va voir si vous avez prêté attention à cette histoire et si vous vous en souvenez toujours. Donc là, je vous invite à participer. Vous n'êtes pas obligé de me raconter toute l'histoire. On va déjà replanter le décor. Soit vous intervenez de façon orale, vous pouvez tout à fait intervenir de façon orale et je vous encourage parce qu'on est là aussi pour pratiquer le français. En tout cas, moi, c'est ma langue maternelle. Mais, ou si personne n'est à l'aise avec ça, vous pouvez très bien l'écrire dans le chat. Donc l'histoire, je vous rappelle donc l'histoire pour ceux qui étaient là en tout cas au début et qui ont assisté à l'histoire. La première question, c'est où est-ce qu'on était? Dans quel lieu se déroulait l'histoire? Est-ce que quelqu'un se sent de répondre? Dans un restaurant. C'est ça. Alors, je ne sais pas qui a répondu, mais c'est exactement ça. Alors, ah oui, voilà. C'est moi. Parfait. Exactement. On était donc, voilà, vous pouvez désactiver votre micro, d'autres aussi pour participer. Vous pouvez le désactiver maintenant pour participer. Donc, on était dans un restaurant romantique. Exactement. Qui était assis avec vous à la table? C'était Bruce Lee. C'est ça, exactement. Avec un bébé sur les genoux. Bruce Lee avec une femme. Voilà, donc on était avec Bruce Lee qui avait un bébé sur les genoux dans ce restaurant. Excellent. Et bien déjà là, on va déjà passer, alors je vais juste fermer ici. Alors donc on était, voilà. Donc vous étiez avec Bruce Lee dans un restaurant et vous avez appris votre premier mot. Parce qu'en allemand, le mot amour se dit Liebe. Alors moi, je ne parle pas allemand, j'ai cherché des mots s'il y a peut-être des Allemands ici, ils vont m'aider, donc ça se dit Liebe. Et là, en fait, donc pour moi, amour, quand je pense à amour, j'ai tout de suite pensé à un restaurant romantique. Donc je plante le décor pour le mot amour et dedans, je le connecte avec des images qui me rappellent la traduction. Donc ici, j'avais Bruce Lee pour la première partie du mot, pour Lee, et j'avais le bébé pour la deuxième partie, Liebe. Est-ce que ça paraît clair pour vous? Est-ce que ça vous paraît clair? N'hésitez pas à partager. Ouais. Oui, c'est clair. Parfait. C'est clair, ouais. Donc, on a cette première image connectée, donc Liebe. Et alors, ce qui est important aussi quand vous créez une image par rapport à un mot de vocabulaire, c'est que votre image, elle doit surtout faire référence au son du mot de vocabulaire. Hein. Quand on apprend une langue, c'est bien d'apprendre d'abord à communiquer et puis après, vous apprendrez à écrire correctement. Et donc, surtout quand on veut apprendre vite une langue, c'est important. Et donc ici, si par exemple, vous apprenez une langue qui ne sonne pas comme l'allemand, c'est important de bien apprendre d'abord à prononcer le mot correctement. Et puis, vous apprendrez à l'écrire quand vous partagerez, quand vous écrirez. Mais d'abord, on apprend à communiquer. Donc, c'est bien. On a la première étape de l'histoire. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on sert à Bruce Lee à manger? Les churros. Exactement. On sert les churros à Bruce Lee. Et qu'est-ce qu'il fait de ces churros? Bruce Lee n'avait pas faim, alors un chien est venu et c'était le chien qui a mangé les churros. Ok, excellent. Le chien, donc les churros ont été donnés au chien. Et alors le chien, qu'est-ce qu'il en a fait? Donc il les a pas vraiment mangés. Il est allé faire autre chose avec. Là, ça se complique peut-être un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait avec les churros? Il les a enterrés? Voilà, c'est ça. Il les a enterrés. Il les a enterrés et je dirais même il les a cachés parce que ce mot de la vocabulaire est important. Donc, il est allé cacher les churros. Et alors là, on a créé notre deuxième mode de vocabulaire. Alors, je vais juste reprendre la slide. Voilà.
Donc, le chien est allé cacher les churros. Et là, on a appris un deuxième mot. C'est le mot pour chien en portugais qui se dit cachorro. Et le mot cachorro en portugais. Et voilà, donc on a le churros qui a été caché par le chien. Et donc, simplement, le mot en français chien, c'est mon chien. Et il a ensuite fait l'action de cacher le churro. Et donc, on a cachorro. Et alors, vous devez faire confiance à votre cerveau parce que vous allez me dire, mais c'est... Alors, je vais juste répondre à la question qu'on m'a posée. Oui, le workshop a été enregistré. Donc, j'avais posé la question aux organisateurs. Le workshop sera bien enregistré et redisponible après sur la plateforme. Donc, pour ceux qui ont peut-être manqué l'histoire au début, tout est enregistré et sera redisponible après sur la plateforme. Donc, je disais, je sais qu'on dit churro et pas churro, mais votre cerveau, il va vraiment se rappeler et il va repêcher correctement les informations. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera suffisant d'avoir cachurro et pas cachorro, ce sera suffisant pour vous souvenir. Donc, le chien a caché le churro dans le pré. Et donc, qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose avec un livre, mais je ne me rappelle pas où il a trouvé le livre. Il voilà. est juste parti pour lire et puis écrire. Voilà. Exactement. Donc, le chien, le livre est à côté de lui. En fait, ce qui est important ici, c'est que le chien est dans un pré. Et donc, c'est important. Et je ne sais pas si tout le monde est familier avec le mot pré. Un pré, donc, c'est un champ avec des herbes. Donc, effectivement. Donc, voilà, on a répondu justement à la question. Donc, il est dans un pré et il y a un livre. Et donc, il l'écrit dans le livre, c'est bien ça. Et vous, quand vous prenez le livre pour regarder, qu'est-ce que vous trouvez dans le livre? Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, exactement. Ouais, c'est parfait. Hein, vous avez tout, pas de souci. Vous avez retenu toute l'histoire. Donc, il a trouvé une œuvre d'art et là, on est sur notre troisième mot. Et alors, c'était un peu plus compliqué de former cette image. Et donc, en fait, on est sur le mot livre en italien qui se dit prenotare. Et donc, ici, on a 3 images toutes liées ensemble. Donc, on a ce livre en français, donc l'image du livre. Et puis, alors, on a l'environnement, le pré pour la première partie du mot, les notes, qui est l'action que fait le chien, et ensuite ce qu'on trouve dans le livre, l'art. Et donc, on a ces 3 images ensemble qui forment le prenotare pour le livre. Et enfin, on a notre dernière image. Donc, je vous rappelle que vous essayez de parler au chien, mais vous êtes empêché par quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une femme appelle le chien. Voilà. Et vous vous rappelez de la femme en question? Eva. C'est ça. Eh bien, parfait. Voilà. Et donc là, on a appris notre dernier mot. C'est le mot turc pour maison qui se dit ev. Là, c'est très facile. Hein. On a simplement Ev qui appelle le chien pour rentrer à la maison. Et donc, vous avez votre 4e mot de vocabulaire. Et vous voyez, c'est très facile à partir de cette histoire. Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Vous avez juste écouté une histoire et vous avez appris 4 mots. Et pourquoi est-ce que cette méthode, elle fonctionne bien et pourquoi est-ce que moi, je vous la recommande? Pour certains, c'est difficile de faire ça. Je sais que certains ont du mal à créer des histoires mentales, à être créatifs parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais plus vous allez le faire, plus ce sera facile pour vous. Parce que parfois, on me demande, mais est-ce que ce n'est pas plus d'effort de faire ça que d'étudier par cœur? Mais non, parce que plus vous allez le faire et plus ce sera facile pour vous de créer des histoires mentales. Et ça nécessite beaucoup moins d'efforts dans votre tête que du par cœur. Et ce qui va en plus être plus facile, c'est après pour vous rappeler de l'histoire. Parce que quand vous faites ça, vous utilisez une capacité naturelle de votre cerveau. Et en fait, simplement, ça range les images dans votre cerveau. Ça veut dire qu'après, vous avez plus facile pour les récupérer. Parce que si vous étudiez 20 mots de vocabulaire ou 10 mots par jour, vous les étudiez dans une semaine, les récupérer dans votre tête, ça va être très compliqué. Si vous faites ça 10 mots par jour, au bout d'une semaine, on a 70 mots. Donc ici, en faisant ce genre de choses, vous connectez l'histoire ensemble et alors ça vous permet ensuite de récupérer mieux les informations grâce aux images que vous avez connectées. Alors, je réponds juste à une question. On me dit, Eve, c'est aussi une année en hongrois. Du coup, ça embrouille pas plus qu'autre chose. Alors là, ça intervient plutôt sur... Donc, il y a quelqu'un qui me demande si le fait que le mot veut dire aussi dans une autre langue autre chose, est-ce que ça mixe pas tout? Est-ce que ça mixe pas tout? Alors, ça dépend si tu apprends les langues en même temps. Puisque après... Donc ça, c'est un processus dont tu vas te servir au début pour retenir ton mot. Après, tu n'auras plus besoin de faire tout ce travail-là. Puisque si tu apprends les langues en même temps, oui.
peut-être que ça peut t'embrouiller. Maintenant, si tu ne les apprends pas en même temps, là, effectivement, au fur et à mesure, tu n'auras plus besoin, quand tu cherches le mot maison, de penser à maison, que le chien, Ève, tu n'auras plus besoin, ça va venir tout seul. Maintenant, si tu les apprends en même temps, effectivement. Alors, si tu les apprends en même temps, ce que tu peux faire, c'est tout simplement peut-être de créer les environnements en fonction de la langue que tu apprends, en fonction de, tu vois, donc par exemple, la maison en question, rajouter quelque chose, donc ici c'était en turc, tu pourrais rajouter quelque chose par rapport à ça. Par exemple, moi la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est pas Ève toute seule qui sort de la maison, c'est Ève et le président turc également, Erdogan si je me trompe pas. Donc on a Erdogan et Ève qui sont en couple, qui sont mariés et qui sortent de la maison pour appeler le chien. Et donc comme ça, tu fais pas d'erreur, tu rajoutes une image pour bien faire la différence. Et donc, tu dis, alors une autre question, comment est-ce que ça marche quand on parle? Alors, donc, il y a quelqu'un qui me demande comment est-ce qu'on fait en parlant, puisque quand on parle, on doit aller vite. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas, si j'ai bien compris la question, ne pas avoir besoin de tout lire le scénario dans sa tête? Alors ça, c'est un processus qui, au début, prend du temps. Après, ça vient tout seul. Tu n'as pas besoin de tout repasser dans ta tête. L'objectif, c'est surtout, donc, au début, pour ranger les informations et après que ça vienne tout seul. Ça veut dire qu'ici, par exemple, on parle du mot maison en turc. Ce mot maison, quand tu vas le rechercher après, tu n'auras peut-être pas besoin de faire tout le scénario. Tu n'auras pas besoin de repartir du restaurant où il y avait Bruce Lee. Tu repartiras juste du chien qui est appelé dans la maison. Donc, ça va venir tout de suite. C'est de la même façon que si tu apprends par cœur et que tu dois chercher le mot. Après, ça, c'est comme je dis, le processus au début. Après, dans ta tête, simplement, ça va se connecter sans que tu aies besoin. J'ai appris le portugais principalement avec ce genre de choses. Maintenant, je n'ai plus besoin d'aller chercher les images dans ma tête, puisque ça s'est ancré tout simplement lui-même dans ma tête et à force de le pratiquer, ça a été. Alors, et peut-être ne pas mémoriser depuis le français, mais depuis le hongrois. Alors oui, tu peux. Évidemment, à toi de voir dans quel sens tu mémorises. Ici, je prends l'exemple depuis français, mais évidemment, depuis le hongrois ou depuis d'autres langues, ce sera d'autres choses, d'autres images. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas répondu correctement à votre question ou si ce n'était pas clair. Donc, je disais que vous utilisez une partie naturelle de votre cerveau qui range les informations et donc vous y accédez plus facilement. Et alors, je voulais donner un dernier exemple ici, c'était avec un autre alphabet, puisque c'est une question qu'on me pose aussi. Comment ça marcherait? Et alors ici, j'ai pris un exemple assez simple, qui est l'exemple de lune en chinois. Donc, voici le symbole, enfin la lettre, enfin, je ne sais pas comment exactement la figure, comment est-ce qu'on dit. Et donc ici, avec un petit peu d'imagination, eh bien, ce symbole, il ressemble un peu à une fenêtre avec des rideaux. Et donc, tout simplement, on peut s'imaginer qu'on regarde à travers cette fenêtre pour voir la lune. Et simplement, après, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous de refaire cette association, de revoir et tout simplement de vous rappeler de cette lune. Et donc, c'est juste pour montrer l'application réelle avec un autre alphabet, donc toujours en faisant intervenir son imagination et toujours en faisant intervenir des images mentales. Et alors, est-ce que c'est suffisant de fonctionner comme ça? Est-ce qu'il suffit juste de créer une histoire folle? Alors, c'est bien, mais ça, ce sont des techniques, pour être honnête, à court terme, évidemment. C'est là qu'intervient la mémorisation à long terme, c'est-à-dire comment est-ce que de cette image que j'ai créée pour mémoriser très vite, j'arrive à m'en souvenir toute ma vie. Et là, ça intervient avec une notion qui souvent est quand même connue des polyglottes, même quand ils ne s'en rendent pas compte, puisque le seul et unique secret pour mémoriser à long terme, ce sont les répétitions espacées. Et donc, les répétitions espacées, elles se basent sur ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Et alors, la courbe de l'oubli, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y en a de nouveau certains d'entre vous qui connaissent déjà, d'autres pas, mais c'est une occasion de le redire. Donc, la courbe de l'oubli, en fait, elle veut dire que vous avez un pourcentage de ce que vous retenez, de rétention de l'information que vous avez sur le temps. Et donc, vous vous rendez compte que quand vous apprenez quelque chose au début, vous avez 100% dans la tête, forcément. Et si vous ne faites rien, que vous le laissez, vous voyez que déjà en 3-4 jours, vous avez perdu la moitié de ce que vous avez appris. Tandis que si, après un jour, comme on le voit sur ce graphique, je ne sais pas si on voit ma souris, peut-être pas, sur ce graphique, vous voyez que si déjà après un jour, vous répétez l'information, et bien là, vous relancez la courbe. Et vous voyez que plus vous répétez
espacé dans le temps, plus vous allez garder une rétention très haute d'informations que vous avez dans la tête, donc vous vous souvenez de plus de choses pendant plus longtemps. Et ceci, vous n'avez pas besoin de le répéter indéfiniment, puisque ça reprolonge la courbe, et donc parfois vous le répétez juste pendant 2 semaines, et vous avez gardé l'information dans votre tête pendant des mois. C'est toute la magie. Et ça s'oppose à la mémorisation par cœur, où en fait souvent on a tendance à étudier, mémoriser quelque chose en le répétant 10 fois. On répète 10 fois la chose dans sa tête et on espère que ça ira. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Vous n'avez pas besoin de le mémoriser 10 fois de suite. Ça n'aidera pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est le répéter une fois, mais le répéter dans le temps. Et donc, un exemple d'agenda, on va dire, de répétition espacée, c'est ça. C'est on a l'information, on ne la répète pas 10 fois de suite. On l'a une fois, on crée son histoire, et puis c'est tout. Et puis, vous allez refaire un rappel le même jour, une seule fois. Et puis, vous allez refaire un nouveau rappel le lendemain, une seule fois aussi. Vous n'avez pas besoin de répéter, juste une fois, c'est suffisant. Et puis, vous faites pareil à J+2, J+4, et là, c'est encore un agenda strict. Vous pouvez espacer encore plus. Et donc, vous voyez, je fais 7 rappels. Donc, on a répété la même information uniquement 7 fois, mais en un mois. Et avec ça, vous êtes tranquille pendant des mois. Pendant des mois, là, ça va rester dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de répéter plusieurs fois de suite. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? Concrètement, vous créez votre propre... Vous n'êtes pas obligé de le créer puisque je le dis plus loin. Il y a des applications qui le font pour vous. Vous pouvez juste vous créer vos histoires, vous créez vos images mentales et ensuite, vous utilisez votre propre agenda, on va dire, de répétition ou alors vous utilisez des logiciels, des applications comme Anki, Quizlet. Je sais aussi que les applications d'apprentissage de langue reposent sur ça, comme Duolingo, etc., reposent vraiment sur la répétition espacée. Et alors, il y a quelque chose de très important quand vous répétez vos informations, c'est de faire ce qu'on appelle le rappel actif. Le rappel actif, c'est ce qu'on a fait nous, ensemble, avec l'histoire. J'aurais pu vous remontrer l'histoire sans vous demander de vous en rappeler. Vous aurez revu l'histoire, vous aurez dit « Ah oui, c'est vrai, je me souviens ». Mais le mieux, c'est d'essayer d'abord de tout faire remonter à la surface avant de regarder. Et donc, de vraiment, vraiment faire cet effort mental, de ne jamais tricher quand vous faites vos rappels. Vous essayez d'abord de sortir tout ce que vous avez de l'esprit, tout. Et seulement quand vous êtes sûr que vous avez terminé ou que vraiment vous n'arrivez pas à vous en souvenir, là, vous trichez, on va dire, et vous allez voir. Mais ne jamais juste relire l'information, mais plutôt d'aller vraiment la rechercher de vous-même dans votre esprit et de faire ce qu'on appelle vraiment ce rappel actif. Et voilà, vous avez normalement tous mes petits secrets. On arrive à la fin de ma présentation et je vous laisse poser vos questions ou les points d'éclaircissement que vous avez, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous voulez qu'on approfondisse. On a 10 voire 15 minutes ensemble, et 10 minutes et un peu plus. Donc, si vous avez des questions, et surtout n'hésitez pas à les poser. Donc, soit vous prenez la parole oralement, soit vous pouvez les poser dans le chat. Pour moi, c'est très intéressant. C'est exactement comme le link word method, non? L'association, non? Comme ça. Oui. C'est la même chose. C'est ça, oui. De Miguel Grunberg. C'est très pareil à ça. Je l'ai utilisé, c'est très bien ça, de faire des associations. Par exemple, si une personne veut apprendre le mot gâteau en espagnol, et la personne est anglais, on pense à cat. Gâteau, gâteau, c'est comme gâteau, que c'est cake en français. Et on imagine un chat qui mange un gâteau. En espagnol, c'est gâteau. Bon, et on a une image d'un chat qui mange un gâteau. Oui, c'est comme ça. Exactement. La visualisation, c'est très bizarre. Et comme plus bizarre, meilleur. Exactement. Voilà, moi, exactement, c'est ça. C'est plus le c'est link bizarre, word. mieux c'est. C'est le link word method. Voilà, c'est exactement ça.
Voilà, c'est un très bel exemple avec ce gâteau. C'est plus c'est bizarre, mieux c'est. Et on peut rajouter des informations sur le gâteau. Le gâteau, il peut être complètement fou, ou énorme, ou tout petit. Et le chat peut être aussi énorme ou tout petit. Et donc, vraiment de rajouter un maximum de choses loufoques et dingues sur ces images pour être sûr de les ancrer. C'est un très bel exemple. C'est exactement ça. Bon, il y a beaucoup de livres sur cette méthode. Exactement, oui, exactement. Il y a beaucoup de ressources, et beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de livres aussi, mais l'exemple est très, très bien trouvé. Je crois qu'on avait Suzanne qui a levé la main et qui aimerait poser une question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Excellent. OK. Moi, je comprends le principe et je trouve que ça fonctionne assez bien si j'essaye de mémoriser un paquet de cartes ou une liste de chiffres ou des choses. Mais quand j'essaie de l'appliquer pour l'apprentissage des langues, dans les présentations, il y a toujours cet exemple avec le gâteau ou Caber. Mais quand j'arrive pour essayer de mémoriser, surtout quand les sons sont différents dans la langue cible, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à juste trouver l'image de base. Et après ça, de construire l'histoire, c'est aussi difficile parce que je fais des histoires trop logiques. Mais juste, c'est ça, de penser, Liebe, ça me fait penser à lit et bébé. Ça me prend. Fait que je ne sais pas si tu as des trucs pour. Moi, je fais pas l'association, surtout comme on est dans un système phonétique différent. Moi, je sais pas si tu as des trucs pour ça. Donc, déjà, je l'avais dit, de toujours bien respecter avec l'image, avec le son. Et donc, pas la façon dont le mot s'écrit, mais dans un premier temps avec le son. Et ensuite, il faut se dire une chose, personne ne va être dans ta tête pour aller revérifier ça. Donc, il faut déjà te laisser aller et prendre la première chose qui te vient en tête. Et parfois, si tu bloques trop sur quelque chose, tu le laisses de côté et tu te laisses le cerveau rafraîchir dessus. Tu vas te promener, prendre une douche et prendre la première association qui va venir dans ta tête. Ne pas hésiter à décomposer les mots comme je l'ai fait avec Liebe. Effectivement, si j'avais trouvé une image pour Liebe, ça aurait été trop compliqué. Donc, bien décomposer tes mots et essayer d'aller chercher vraiment la toute première chose, même si on dirait que ça ne fait aucun sens quand tu l'expliques ou si quelqu'un devait le voir, mais d'essayer de vraiment te laisser aller par rapport à ça et de créer la première chose qui vient dans ta tête et qui va naître et que tu vas pouvoir associer. Et surtout, c'est ce que je disais, plus tu vas le faire, plus ça va être facile pour toi. Et donc, de vraiment juste te laisser aller complètement, prendre la première chose qui va popper et de t'entraîner et de le faire le plus possible. Et alors, évidemment, tu vas bloquer sur certains mots, ça c'est sûr, mais d'essayer, tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile à force de le faire. Est-ce que ça te paraissait clair? Dis-moi si c'est OK pour toi ou si… Oui, c'est clair. Je pense que, comme tu dis, c'est la pratique parce que moi, j'entends un mot, mettons, en arabe et je dis à quel mot ça me fait penser en français et il n'y en a pas. Mais peut-être, comme tu dis, d'essayer avec le diffuse thinking, d'aller prendre une douche ou d'y revenir. Ouais, et d'autres langues aussi, si besoin. Parce que si tu peux très bien utiliser, si ça ne te dit rien en français, tu parles de l'anglais et d'essayer d'aller utiliser peut-être d'autres langues. Juste vraiment la première chose qui va te faire intervenir, ça peut être une personne, un objet, une couleur, une sensation, n'importe quoi. En fait, si je peux partager quelque chose qui marche quand même avec moi, c'est un peu différent, mais je pense que c'est un peu la même idée. Moi, souvent, je vais signer le mot en langue des signes américaine et il n'y a pas de connexion visuelle, mais il y a la connexion de mouvement et ça m'aide aussi quand je peux. Exactement, connexion de mouvement, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je dis visuel, mais ça peut être juste de l'expliquer ou de simplement, tu vois, par exemple, tu peux dire ce mot-là, ça ne te dit rien. Eh ben, parle, par exemple, tu vois, je sais pas, moi, sur mon bureau, j'ai un petit écureuil. Eh ben, je pourrais parler à cet écureuil et lui expliquer le mot. Et en fait, simplement plus tard, je me souviendrai de lui avoir expliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, c'est l'image des souvenirs. Je me souviendrai de lui avoir expliqué ou d'avoir fait ce rapport avec l'écureuil sur ce mot, tu vois. Voilà, simplement ce genre de choses aussi qui peut fonctionner. Ah, merci. Alors, je sais pas voir je vois des gens qui ont levé la main ici. Je vois, il y a Leonardo, si je ne me trompe pas. Parce que je ne sais pas où voir la liste de tous ceux qui ont levé la main, mais j'en vois certains sur l'écran. Je t'écoute, Leonardo, parce que c'est toi que je vois. Oui, bonjour. D'abord, merci pour la présentation. J'avais tout simplement un petit commentaire et une question. J'avais déjà vu des techniques mnémoniques similaires dans un documentaire que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelait Redesign My Brain d'un certain Todd Sampson. Et je l'ai trouvé sur Curiosity Stream, mais je pense que ça se trouve sur plusieurs plateformes. Et il y avait une partie aussi sur la mémorisation.
j'avais une question. Tu as dit que tu n'as pas une bonne mémoire normalement et que tu es passionné quand même par le thème de la mémoire. Alors là, on parle de techniques mnémoniques où on essaye de mémoriser quelque chose activement. Est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer notre capacité passive de mémoriser quelque chose, c'est-à-dire même des choses qu'on n'essaye pas de mémoriser activement, quand même s'en souvenir mieux? Oui, alors il y a un moyen. C'est-à-dire, tu veux dire une mémoire tout simplement de ta vie de tous les jours. Justement, exactement. Voilà, c'est ça. Alors oui, moi, c'est un conseil que je donne pour faire ça, donc parce que tu ne vas pas passer ta vie à créer des histoires mentales de tout ce qui se passe. Mais un moyen simplement, c'est pratiquer le rappel actif. Et donc, il y a un conseil que j'aime bien donner, c'est pour améliorer cette mémoire naturelle, tous les soirs dans ton lit, tu essaies de te rappeler d'un maximum de détails de ta journée. Et dans ta journée aussi, tu vis ta journée comme si tu allais passer le soir un examen sur ta journée. Et donc, le soir, tu essaies de te rappeler d'un maximum de détails de ta journée, les conversations que tu as eues, qui tu as rencontré, qu'est-ce que tu as mangé. Et faire cet effort-là tous les soirs, ça va vraiment muscler la mémoire de ton cerveau et ça va améliorer sans passer par des techniques, hein, sans utiliser de techniques d'histoire mentale, on s'en fout. Juste le soir, eh ben, tu essaies de te rappeler d'un maximum de détails, ça ne te prendra pas longtemps et ça va muscler ton cerveau. Merci. Pas de problème. J'ai Alice aussi qui a levé la main, je vois. Salut Céline, j'aime bien cette méthode, je la fais déjà. Excellent. Je trouve que ça fonctionne bien avec les langues européennes. Mais par exemple, j'apprends aussi le coréen et je trouve qu'il y a beaucoup de mots qu'ils ont des syllabes qui sont similaires. Et je ne peux pas imaginer rien. Par exemple, si tu as ji jongo, jadongcha, ji hachol, beaucoup de syllabes sont très similaires et je ne peux vraiment pas avoir des images avec ces syllabes. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, simplement, ce que tu peux faire, c'est déjà essayer de retrouver on va dire des patterns dans les mots. Donc, quelles sont les syllabes? Parce que tu me dis les syllabes sont souvent les mêmes. Donc, simplement, s'il y a des syllabes qui se répètent souvent, eh ben, tu prends ces syllabes et ces syllabes, tu les transformes juste en une image, en petit mot dont tu as l'habitude. Par exemple, moi, je sais que dans les compétitions, on mémorise des prénoms et des prénoms qui sont étrangers. Et donc, dans des langues que moi, je n'ai pas du tout l'habitude. Et alors, simplement, en fait, je vois qu'il y a parfois des mêmes racines dans les prénoms ou qui terminent souvent par la même chose. On a des prénoms aussi des pays de l'Est avec un C et un Z. Et bien, ça, c'est un tronc que tu peux transformer en une image. Tu vois ce que je veux dire? Ou d'essayer de retrouver ces syllabes que tu retrouves dans plusieurs mots et de, en faire quelque chose, tu vois, de cohérent et d'en créer une image ou d'en créer quelque chose. Et ensuite, d'associer tout ensemble, tu vois? Ah, OK. Oui, OK. Je laisse ça. Merci bien. Pas de souci. Alors ensuite, j'ai Chalo en dessous qui a levé la main. Bonjour, merci pour la présentation. Attends, je peux mettre la vidéo. Pas de souci. Moi, je me demandais si le fait d'essayer d'augmenter la mémoire de travail, ce n'était pas la clé, de passer d'une mémoire de travail de 7 secondes à 11 secondes, par exemple. Ça ne permettait pas d'avoir une espèce d'hyperconcentration au moment où on intègre l'information et de moins faire porter l'effort sur le rappel de l'information une fois qu'elle est en mémoire. Parce que je pense que les gens essayent beaucoup de rappeler l'item, mais la manière dont ils rentrent l'input dans la mémoire, ça, ils le négligent fortement parce qu'ils ne se concentrent pas sur la chose. Et on le fait dans la vie courante, je veux dire, on ne fait pas attention à quelque chose qui ne nous semble pas pertinent parce que ça ne nous semble pas pertinent, alors que le propre, par exemple, de quelqu'un qui parle une langue maternelle, c'est de ne pas pouvoir s'empêcher d'écouter la conversation du voisin. C'est presque automatique. Et pour atteindre ça, il faut avoir peut-être l'habitude d'avoir un niveau d'attention, hypervigilance en quelque sorte, de noter par exemple qu'un arbre est différent d'un autre. Moi, je me rappelle que je prenais le train pour aller étudier le japonais à l'INALCO depuis Orléans pendant une année. Et j'ai pris le train 365 jours, il faisait le même trajet. Et chaque trajet, je voyais des choses différentes dans le paysage. Je voyais un arbre auquel je n'avais pas fait attention. Et à la fin, si on changeait quoi que ce soit, même quelqu'un avait coupé son jardin, la haie, je le notais. Et ça ne me prenait pas vraiment d'effort à le faire parce que c'était répétitif chaque matinée. Et aussi, le temps était différent. Et ça s'associait dans mon esprit avec la manière dont la lumière venait frapper le paysage. C'était vraiment orienté.
Et je pense que, par exemple, un exercice qu'on peut faire, c'est de se demander est-ce qu'on est face au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, et se faire un trajet dans sa tête entre un point A et un point B, par exemple, de chez moi à la gare. Je tourne combien de fois à gauche, à droite, et si on fait l'image mentale et qu'on augmente cette capacité d'évocation, quelque part, j'ai l'impression que ça aide aussi pour la capacité d'évocation, c'est-à-dire de rappel, mais aussi d'entrer en mémoire de l'élément. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement. Alors, on dit en mémorisation, c'est 2 étapes, hein, ancrer la formation et retrouver la formation. Et donc, les deux sont tout aussi importantes. Et la mémoire, évidemment, elle est fortement liée à la concentration et à l'attention qu'on porte à quelque chose. On ne mémorise pas quelque chose auquel on n'a pas porté d'attention, tout simplement. Et ça, c'est très important. Et les deux sont liés. Quand on travaille sa mémoire, souvent, on travaille aussi son attention. Et quand on travaille son attention, on travaille également sa mémoire. Et donc, je disais même aussi, un conseil que je peux donner d'ailleurs aussi pour mieux mémoriser dans la vie de tous les jours, c'est d'apprendre à porter attention à des petites choses simples. Et par exemple, des gestes du quotidien qu'on a, se préparer un thé, se faire son petit déjeuner, aller prendre sa douche, c'est des choses qu'on fait en automatique, en pilote automatique. Et c'est bien de s'entraîner tous les jours à les décomposer et à prêter attention à chaque geste qu'on fait dans ces gestes quotidiens et routiniers. Et ça va augmenter sa capacité de concentration. Et quand on travaille sa concentration, on travaille directement sa mémoire. Sherlock Holmes disait que quand on descendait l'escalier de chez soi, on n'avait pas l'habitude de se poser la question combien de marches il comportait. Combien de marches, c'est ça, et de compter les marches. Alors qu'on le fait tous les jours. Et dans mon exemple du train, ce qui était peut-être le truc, c'était que le train, il va toujours à une vitesse quand même assez élevée si on voit des choses assez proches dans le paysage. Et ça ne laisse pas beaucoup de temps pour mémoriser les choses. C'est juste une espèce d'image flash qui apparaît. Et ça, c'est peut-être la réponse en nombre de mots, parce que je vois des questions sur est-ce que ça peut marcher si on a énormément d'éléments à apprendre. Ça marche à partir du moment où l'hypervigilance fait qu'on rentre l'information d'une façon presque instantanée. On a vu quelque chose, on n'a pas vu quelque chose. Par exemple, si je prends une image de sport, on a vu leur jeu, on n'a pas vu leur jeu, on a vu la balle en dehors de la zone des strikes au baseball où on ne l'a pas vu. On n'a qu'un dixième de seconde pour faire ça. Et finalement, c'est le temps dont on dispose quand on doit retrouver un mot, le conjuguer et le mettre au bon endroit dans la phrase. Exactement. On a cette espèce, je pense, d'illusion de croire que parce qu'on a retrouvé un mot en 5 secondes, on va pouvoir mobiliser ce mot-là pour parler. Pour lire, oui, mais pour parler, ça va être beaucoup trop long. Exactement. On dit une phrase en 1 seconde, donc ce qui compose la phrase, on le dit en moins d'1 seconde. Donc, je pense que les gens ne réalisent pas, ils se trompent eux-mêmes en disant j'ai répondu à la question, mais si j'ai répondu en 1 seconde 2, c'est peut-être 12 fois trop long. Oui, exactement. Exactement. Tout à fait. Parfait. On peut passer peut-être à Isabella. Je vois qu'il avait levé la main aussi. Oui, je ne parle pas parfaitement en français, mais je peux expliquer. Alors, quand j'étudie une langue, nous avons des livres. Alors, il y a des chapitres. Peut-être le premier, on parle de la famille. Et alors, on étudie toutes les paroles concernant la famille. Et puis, dans les seconds, on parle de la maison. On étudie toutes les paroles concernant la maison, mais on ne parle plus de la famille. En le troisième, on parle de les autos, par exemple. Et alors, j'étudie les paroles du premier chapitre. Et puis, j'étudie les paroles de la deuxième. Je n'ai plus la possibilité de parler avec les paroles que j'étudiais avec les premières. Et je pense que les livres qui sont faits maintenant, j'ai trouvé beaucoup de livres qui utilisent ces méthodes et je pense que c'est pas bon parce que on étudie une parole et puis on ne le dit plus. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est quand je suis à la maison, j'écris dans un petit pièce les paroles de les choses qu'il y a dans la maison, peut-être la porte, la fenêtre, la douche, ces choses-ci. Alors, quand je passe avant la porte, je dois lire c'est la porte. Quand je passe avant la fenêtre, parce que peut-être, et puis j'éprouve à faire des phrases utilisant quelles paroles qui sont paroles plus pratiques. Parce que quand
quand j'ai commencé à étudier anglais à l'école, j'étudiais une phrase en anglais que c'était il y a un éléphant qui vole dans le ciel bleu. Puis je suis allée en Angleterre, je ne trouvais pas des éléphants qui volaient dans le ciel bleu. Et alors, je ne pouvais pas le dire, mais je voulais acheter quelque chose à manger, mais on pouvait, oui, je ne savais pas qu'on demandait du pain, mais je savais dire qu'il y a un éléphant qui... Alors, il y a beaucoup de livres ou beaucoup de méthodes qui ne sont pas pratiques parce que je pense que c'est aussi important d'apprendre les paroles qui qui peuvent être utilisées dans la vie normale. Peut-être oui. Dans le marché, et je peux demander, je veux du pain, des œufs, du lait. Mais dans les livres, il n'y a pas normalement les paroles pratiques. Alors, vrai, ça, je suis tout à fait d'accord, oui. Et qu'est-ce que tu penses qu'il est une bonne méthode pour apprendre la langue pratique? Pour apprendre la langue pratique, c'est aussi de se demander, parce que effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord. Dans les livres, je suis frustrée de me dire, on m'apprend une liste de vêtements à retenir, alors qu'en soi, moi, je porte 3 types de vêtements par jour. Oui. Jamais je dis, je vais porter en français un imperméable, jamais. Mais c'est juste de se dire aussi, qu'est-ce que dans sa vie à soi, on utilise, et de travailler avec sa propre vie, quels sont les mots de vocabulaire, et d'avoir un esprit critique et du recul sur les mots qu'on nous apprend dans les livres. Et je n'aime pas trop non plus, moi, utiliser les livres. Je préfère utiliser les applications parce que dans les applications, on nous apprend plutôt par bloc et par groupe, par phrase, plutôt que par mot de vocabulaire. Et c'est mieux parce qu'on est mieux dans un contexte, mais c'est juste de se dire aussi, voilà, il y a Suzanne qui le dit, ne pas céder à la tentation de vouloir mémoriser tous les mots. Non, il faut prendre du recul et se dire, dans ma vie de tous les jours, simplement dans une journée type, quels sont les mots qu'on dit et de quoi est-ce qu'on parle. Et de juste se concentrer, d'aller trier dans le livre et d'aller chercher que ce dont on a besoin. Dans ma journée, effectivement, je ne parle pas toujours de porter des gants ou de porter des chaussettes. Dans ma journée, par contre, j'achète du pain, j'achète du fromage, je demande à quelqu'un comment il va, je demande comment s'appellent ses enfants. Donc, c'est bien d'avoir du recul et de se poser la question sur, dans la journée, qu'est-ce qu'on utilise réellement et d'avoir du recul sur le livre. Et combien de paroles tu penses qu'on peut apprendre chaque jour? Parce que j'étudiais allemand à Berlin et dans cette école, ils voulaient que nous apprenions 5 paroles neuves chaque jour. C'est beaucoup. C'est pas, je ne sais pas si c'est nécessaire parce que je pense que c'est beaucoup 100 mots par jour. Alors moi, je ne suis pas aussi polyglotte que vous tous, je pense, mais je pense que c'est beaucoup 100 mots par jour. Maintenant, ça peut se faire. Ça peut se faire sans problème, mais peut-être que c'est un peu beaucoup. C'est comme disait Suzanne, on ne cherche pas à mémoriser tous les mots. On cherche à apprendre juste les mots les plus courants de la vie de tous les jours pour communiquer le plus vite possible. Et une fois qu'on communique, alors là, on va dans le détail, tout simplement. OK. So, 20 ou 30 paroles par jour, ils sont mieux. Ça me semble mieux, oui. Il est possible d'apprendre 20 ou 30 paroles chaque jour? Totalement. Oui. Facile, oui. OK, je dois approuver. Merci. Pas de problème. On va essayer d'aller vite. Je vais essayer de prendre encore 1 minute si ce n'est pas grave. Guillaume, il y avait une question. Oui, merci beaucoup. J'ai une petite question concernant la répétition, puisque j'ai déjà employé des moyens mnémotechniques et des listes, etc. Puisque moi, j'emploie principalement les moyens mnémotechniques, donc association d'idées, etc. Et je me demande, selon toi, quel serait un nombre optimal de mots à apprendre par jour afin de ne pas se surcharger sur le long terme? Parce que moi, mon problème, ce n'est pas la mémorisation au jour le jour, c'est la répétition sur le long terme. Et c'est une bonne idée d'avoir une répétition plus espacée. Maintenant, quand on arrive à 1 mois d'études, en gardant une étude structurée et un planning structuré, on arrive quand même même si on fait que 10 mots par jour, on arrive quand même à un nombre qui devient important de mots à réviser tous les jours. On n'a pas non plus autant de temps qu'on veut.
comment gérer justement le nombre de mots étudiés par jour, le temps de répétition qui s'accumule après 1 mois, 3 mois, 6 mois, comment faire? Ouais. Alors, le truc, c'est que tu n'es pas obligé de répéter tous les jours. Donc ça, c'est important. Tes mots, tu ne les répètes pas tous les jours, comme je l'ai dit. Moi, j'ai même dit 7 répétitions en un mois. Je suis gentille, tu peux en faire 5. Et donc, simplement, espace un maximum. Et dis-toi qu'au bout d'1 mois, tu peux attendre 6 mois avant de répéter tes prochains mots. Hein. Donc, essaye de bien espacer tes répétitions. Peut-être que l'idéal est de bien connecter quand tu mémorises tes mots ensemble, comme je l'ai expliqué avec l'histoire. Comme ça, tu n'as pas que 10 mots à réviser, mais peut-être une seule histoire avec tous les mots, et ton rappel sera beaucoup plus rapide. Avec les techniques d'histoire, etc., que j'ai expliquées au début, quand tu vas rappeler tes informations, ça va aller très vite, parce que tes informations sont très vite dans ta tête. Tu as une histoire qui continue, et tu vas tout de suite aller récupérer tes mots un par un. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est vraiment que pendant la mémorisation en soi, donc les moyens mnémotechniques, essayer de prendre le temps d'ancrer le mot le plus profondément possible pour éviter d'avoir des répétitions chronophages par la suite, quoi. Exactement, donc bien ancrer correctement et de prendre le temps de créer l'histoire, comme je l'ai dit, si ça te parle, de créer une image mentale, de bien prendre le temps de l'ancrer, et surtout tes premiers rappels, c'est eux les plus importants. Tes premiers rappels, de bien faire du rappel actif et de faire une belle histoire, un truc qui est concret, et après tu pourras espacer de plus en plus tes rappels, et après au bout d'1 mois, tes rappels, tu n'as presque plus besoin de les faire, hein. Tu attends encore 6 mois avant de les faire. Mais on est bien d'accord que moi en tout cas, je ne fais pas une histoire pour plusieurs mots. Moi, je fais une histoire pour un mot parce que si j'étudie du chinois ou du turc ou des trucs comme ça, chaque mot, je vais le diviser en plusieurs choses, histoire de bien avoir chaque son présent dans mon mot. Ouais. Et je me vois mal trouver un moyen pour étudier 10 mots en turc via une seule association d'idées. Ouais. Donc, en fait, si je dois vraiment prendre 10 associations d'idées pour 10 mots de vocabulaire, ça augmente quand même fortement le travail cognitif et le temps qu'il faut pour l'étudier et le revoir. Oui, après, plus tu le fais, plus ce sera facile pour toi. Plus tu le fais, donc il y a moyen. Après, ce que tu peux faire aussi, je vais vite le dire, mais ce que tu peux faire, c'est que quand tu mémorises, tu t'imagines que ton histoire, elle a lieu dans une pièce et cette pièce est dédiée à la langue que tu apprends. Et tu mets tes mots ensemble dans la pièce. Alors ça, c'est une technique un peu plus… La technique s'appelle le palais de mémoire et je vous invite à… Je ne peux pas l'expliquer ici, je n'ai pas le temps. Mais donc, tu choisis une pièce mentale, un endroit que tu connais dans ta vie, ta chambre, ton salon, ta maison, ton appartement. Et dedans, tu mets les images par langue. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu pourras mettre tes mots, non pas dans une histoire continue, mais dans un même environnement. Tu vois? Et là, ce sera plus simple après pour aller tout récupérer. Super, merci beaucoup. Pas de souci. Apparemment, c'était la dernière question. Pour les autres, je suis sur Instagram au nom de Céline Deluca Memory. Vous me trouvez facilement. Je suis sur Instagram. Vous pouvez me contacter. Pour ceux que j'ai malheureusement pas pu répondre aux questions ici, c'est dommage. Moi, je pourrais passer des heures à répondre à vos questions. Contactez-moi sur Instagram. Envoyez-moi un message privé. Posez-moi vos questions et je répondrai à toutes les questions. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir été aussi actif et aussi réactif, de vous être autant intéressé. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi à assister à la présentation. Pardon d'avoir dépassé le temps, mais effectivement, je vois que tant mieux. Je suis super contente que vous étiez enthousiaste. Pardon d'avoir dépassé, mais parfait. N'hésitez pas à me contacter, à venir me voir. Je suis sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook. Donc, je m'appelle Céline Deluca. Trouvez-moi et n'hésitez pas à venir me parler. Merci. À vous. Merci bien. Pas de problème. Pas de problème. Je vous souhaite une très bonne journée. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir.